Siège d'un ex-détenu volé par un passager blanc, quelques secondes plus tard, l'avion est cloué au sol. Marcus Reed n'aurait jamais imaginé que son premier vol en 7 ans serait interrompu avant même de décoller. « Excusez-moi, mais c'est mon siège. » La voix était ferme, maîtrisée, mais elle portait le poids de quelqu'un qui avait appris à choisir ses batailles avec soin. L'homme assis au siège 12 ne prit pas la peine de lever les yeux. Il continua de feuilleter son magazine économique, ses doigts pâles tournant les pages d'un geste nonchalant et délibéré. « Je crois que tu te trompes, mon pote. Trouvez une place à l'arrière. » Marcus avait 34 ans, de larges épaules qui portaient encore le souvenir d'innombrables pompes dans une cellule d'1,80 m, et des yeux qui avaient vu des choses que personne dans cet avion n'aurait pu imaginer. Aujourd'hui, vêtu d'une simple chemise bleue et d'un jean propre, il tenait sa carte d'embarquement comme un diplôme. Car, d'une certaine manière, c'est exactement ce qu'elle représentait. 7 ans auparavant, Marcus avait été condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Un faux témoin, un avocat commis d'office surmené et un jury qui avait examiné un jeune noir de la cité et avait vu exactement ce que l'accusation voulait lui faire croire, coupable avant même le début du procès. Il avait passé 84 mois en prison d'État, jusqu'à ce que le projet Innocence obtienne enfin des preuves ADN prouvant ce qu'il avait toujours su, son innocence. Mais la liberté ne s'accompagnait pas d'un mode d'emploi. Elle ne s'accompagnait pas d'excuses de la part du système qui lui avait volé sa vingtaine. Elle s'accompagnait seulement d'un sac plastique contenant ses affaires et d'un ticket de bus pour rentrer chez lui. Sauf qu'il n'y avait plus de chez soi. Sa mère. Il était mort d'un cancer pendant son incarcération, incapable de la serrer dans ses bras dans ses derniers instants. Sa petite amie l'avait abandonné après 6 mois de lettres restées sans réponse. Et l'appartement où il avait grandi abritait désormais une autre famille. Ce que Marcus avait maintenant, c'était une offre d'emploi. Une entreprise technologique de Seattle qui embauchait d'anciens détenus, leur offrant une véritable seconde chance. Et ce billet d'avion, acheté avec les dernières indemnités versées par l'État, une somme dérisoire pour les années volées, mais suffisante pour prendre un nouveau départ. « Monsieur » Marcus tendit la carte d'embarquement à voix basse. « C'est mon siège. 12A. C'est juste sur mon billet. » Finalement, l'homme leva les yeux. Il avait environ 45 ans, les cheveux gris plaqués en arrière, le teint rouge de quelqu'un qui avait passé son temps sur des terrains de golf coûteux. Son costume gris coûtait probablement plus cher que ce que Marcus gagnerait pendant son premier mois à ce nouveau poste. Il examina Marcus de la tête aux pieds, et quelque chose changea dans son expression. De la reconnaissance, peut-être, ou simplement la confirmation d'un préjugé déjà bien ancré. « Écoutez, » dit l'homme lentement, comme s'il expliquait une évidence à un enfant, « j'ai initialement payé la première classe, mais le vol était complet. Ils m'ont mis ici. Je suis sûr que vous pouvez trouver un autre siège. On dirait qu'il y en a de libre au fond. » « C'est mon siège, » répéta Marcus, chaque mot mesuré. « Je l'ai acheté. J'ai le billet. » L'homme, Richard Caldwell, d'après l'étiquette de sa mallette à côté de lui, soupira théâtralement. « Vous voulez vraiment faire une scène pour ça? Regardez autour de vous. Tu crois que quelqu'un ici va prendre ton parti? » Et c'est là que Marcus comprit. Richard ne volait pas simplement une place. Il testait jusqu'où il pouvait pousser quelqu'un qu'il présumait sans voix, sans droit, sans option. C'était le même regard que Marcus avait vu chez les gardiens de prison, les policiers, les procureurs. Le regard de quelqu'un qui pensait que certaines personnes ne méritaient tout simplement pas le même traitement. Mais ce que Richard ignorait, ce que personne dans cet avion ne pouvait imaginer, c'est que Marcus n'était plus disposé à accepter en silence ce que les autres jugeaient qu'il méritait. Une hôtesse de l'air s'approcha, remarquant la tension. « Il y a un problème, messieurs. » Marcus ne quitta pas Richard des yeux. « Ce passager est à ma place. » « Je suis sûr que c'est un malentendu, » sourit Richard à l'hôtesse, le genre de sourire qui faisait toujours mouche chez les hommes comme lui. « Peut-être pourriez-vous trouver un autre siège confortable pour ce monsieur? J'ai vraiment besoin de ce siège pour des raisons médicales. » Mon dos, tu sais comment c'est. Le mensonge sortit si facilement que Marcus sentit une pression dans sa poitrine. Combien de fois des témoins avaient-ils menti à son sujet avec la même aisance? Combien de fois avait-il vu le système croire des mensonges faciles plutôt que des vérités dérangeantes? L'hôtesse hésita, le regard passant d'un homme blanc à l'autre. Marcus vit le calcul se dérouler en temps réel. Quelle situation poserait le moins de problèmes? Obliger un homme blanc en costume à quitter son siège, ou demander à un homme noir de trouver une autre place? Marcus avait passé 7 ans à observer, apprendre, planifier. 7 ans à repérer des schémas, à mémoriser des détails, à comprendre précisément le fonctionnement du jeu. Et tandis que tout le monde autour de lui pensait assister à une simple confrontation pour un siège d'avion, Marcus voyait quelque chose de bien plus vaste. Et il savait déjà exactement comment cela allait se terminer. Parce que Richard Caldwell venait de commettre sa première erreur.
Et ce ne serait pas la dernière. Si vous appréciez cette histoire de dépassement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner. Car ce qui va se passer va montrer que sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus coûteuse de toute une vie. L'étiquette de l'hôtesse de l'air indiquait « Jennifer ». Elle serra plus fort son presse-papier, son sourire poli hésitant. « Monsieur, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Richard ne bougea pas. Au lieu de cela, il se pencha en arrière, s'étalant davantage sur le siège comme s'il s'appropriait un territoire. « J'ai déjà expliqué la situation. J'ai un problème de santé. Vous n'allez quand même pas discriminer une personne handicapée ?» Marcus observa le mot « handicap » faire son effet. Le visage de Jennifer changea de visage. Ce regard familier de quelqu'un qui a soudainement peur d'un procès, de passer un mauvais appel, d'être enregistré et de devenir viral pour de mauvaises raisons. « Bien sûr que non, monsieur », dit rapidement Jennifer. « Je dois juste vérifier. » « Vous devez vérifier son identité. » La coupa Richard en désignant Marcus sans le regarder. « Je vole depuis 30 ans. Membre exécutif Platinum. Je n'avais jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. » D'autres passagers se retournaient. Une femme, 2 rangées derrière, murmura à son mari. Un adolescent sortit son téléphone, l'inclinant nonchalamment, mais Marcus savait exactement ce qu'il faisait. La pression familière monta dans la poitrine de Marcus. La même pression qu'il ressentait chaque fois qu'un gardien le désignait pour une fouille aléatoire, chaque fois qu'un autre détenu testait sa capacité à riposter. Mais 7 ans en prison lui avaient appris quelque chose de précieux. La personne la plus bruyante dans une pièce n'est pas toujours la plus puissante. La personne la plus dangereuse est celle qui reste silencieuse pendant que tout le monde montre ses cartes. « Ma carte d'embarquement », dit calmement Marcus en la tendant à nouveau à Jennifer. Elle la prit cette fois et scanna le code-barre avec son appareil. Ses sourcils se froncèrent. « C'est, oui, le siège 12 est correct, monsieur. » Elle se tourna vers Richard. « J'ai vraiment besoin de voir votre billet maintenant. » La mâchoire de Richard se serra. Pour la première fois, une fissure apparut dans sa façade confiante. « C'est absurde. Tu vas croire sa parole plutôt que la mienne ? Regarde-le. » Voilà. La chose que Richard avait hésité à dire enfin à voix haute. Le visage de Jennifer s'empourpra. « Monsieur, ce n'est pas… » « Non, laissez-le finir, » interrompit Marcus, la voix toujours posée. Que devrait-elle regarder exactement ? La cabine se tut. Même l'adolescente cessa de faire semblant de scroller, son téléphone étant désormais pointé vers eux. Le visage de Richard rougit. « Je ne voulais pas dire. Vous déformez mes propos. Je voulais dire, regardez la situation. Je suis un client payant avec un statut. J'ai un besoin médical légitime. Montrez votre carte d'embarquement. » Dit simplement Marcus. « Je n'ai rien à vous prouver. » « Alors prouvez-le lui. » Richard fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un billet froissé. Jennifer le scanna, et Marcus vit à l'instant précis où la vérité se lisait sur son visage. « Monsieur Caldwell, votre siège est le 23C. C'est impossible. J'ai expressément demandé. Votre siège est au fond de la cabine, monsieur. Classe économique. » Les murmures redoublèrent. Quelqu'un derrière eux murmura « Vous êtes sérieux ?» Une autre voix « Il a menti. » Mais Richard n'avait pas fini. Marcus avait déjà vu ce genre de personnes. En prison, c'étaient eux qui continuaient à parler même lorsque les preuves étaient accumulées contre eux, persuadés que s'ils parlaient avec suffisamment d'autorité, la réalité se plierait à leur volonté. « Écoutez », Richard se leva, et Marcus remarqua qu'il était en fait plus petit que lui. « J'ai fait une petite erreur. Ce sont des choses qui arrivent. Mais je suis là maintenant. Je suis à l'aise, et franchement, je ne vois pas pourquoi on devrait perturber tout le processus d'embarquement pour un seul siège. Il peut prendre mon siège au fond. C'est un siège parfait. » « Ce n'est pas son siège, » dit Jennifer d'une voix plus ferme. « Alors, surclassez-le. N'est-ce pas votre métier ? Résoudre des problèmes ?» La voix de Richard montait en flèche. « J'ai une réunion à Seattle qui vaut plus que cet avion. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'espace, et je ne vais pas laisser. » Il s'interrompit, mais tout le monde entendit ce qu'il ne disait pas. Marcus ressentit une douleur familière dans sa poitrine. Combien de fois s'était-il retrouvé face à des juges, des commissions des libérations conditionnelles, des gardiens qui le considéraient comme un moins qu'un être humain? Combien de fois avait-il vu des gens comme Richard? Des gens qui n'avaient jamais passé une journée à se faire dire qu'ils n'avaient pas leur place, prendre des choses qui ne leur appartenaient pas simplement parce qu'ils pensaient que le monde leur devait du confort. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Marcus n'était plus un enfant effrayé avec un avocat débordé. Cette fois, il avait passé 7 ans à apprendre la patience, la stratégie et,
et surtout, à reconnaître quand quelqu'un lui donnait exactement les munitions dont il avait besoin. « Monsieur Caldwell, dit Jennifer, vous devez vous rendre à votre siège. »« Ou quoi? Vous allez appeler la sécurité ?» Richard rit. « S'il vous plaît. Savez-vous combien d'avocats j'ai sous contrat? Vous voulez vraiment déclencher cette bagarre? » Et voilà, la deuxième erreur. Marcus la classa, le visage vide. La main de Jennifer se porta à sa radio. « Monsieur, je vous le demande d'une dernière fois. »« D'accord. » Richard attrapa sa mallette avec un dégoût théâtral. « D'accord. Laissez-lui sa précieuse place. Mais je porte plainte. Vous aurez tous de mes nouvelles. » Il bouscula Marcus, lui lançant un coup d'épaule si fort que Marcus dut reculer. Alors que Richard se dirigeait d'un pas lourd vers l'arrière de l'avion, Marcus l'entendit marmonner assez fort pour que tout le monde l'entende, comme d'habitude. « Tendez un pouce, ils prennent tout. » Il n'a probablement même pas payé ce siège lui-même. Probablement une œuvre de charité. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Marcus resta parfaitement immobile, regardant Richard disparaître en classe économique, et c'est là qu'il remarqua quelque chose d'intéressant. La mallette de Richard portait une étiquette de bagage avec son nom complet et le nom de sa société. Richard Caldwell, vice-président principal du cabinet juridique Caldwell et Associates. Un avocat. Bien sûr qu'il l'était. Marcus s'installa au siège 12A et rangea son petit sac à dos dans le compartiment supérieur. Jennifer s'approcha doucement. « Monsieur, je suis vraiment désolé. Si on peut faire quelque chose. »« Ce n'est pas grave, » dit Marcus, même si ce n'était pas le cas. Même si ses mains tremblaient légèrement en bouclant sa ceinture. Même si tous les passagers qui avaient regardé en silence l'oublieraient à l'atterrissage, tandis que Marcus le porterait avec lui comme il portait tout autre rappel que certains le considéreraient toujours comme inférieur. Mais alors que l'avion es apprêté à décoller, Marcus sortit son téléphone. Sept années d'observation, d'écoute et d'apprentissage lui avait appris autre chose. La documentation était essentielle. L'adolescent Dörings plus loin avait filmé toute la scène. La femme den fes l'avait tweeté en direct. Et Richard Caldwell, vice-président senior d'un cabinet juridique, venait d'accuser publiquement Marcus d'être un cas de charité, qui n'avait probablement pas payé es appelés. Marcus offrit son email et trouva le message qu'avait avait sauvegarde. Son offre d'emploi du principal carne de Caldwell und Associates, einzige l'accord de confidentialité qu'avait avait signé concernant l'affaire de breve technologique qu'avait avait contribué à faire éclater au grand jour depuis la prison. L'affaire qui a révélé quels cabinets d'avocats different schiemen des entreprises en utilisant des technologies voles. Richard Caldwell ne les avait pas encore. Mais il venait au milieu l'homme qui détenait des informations susceptibles de détruire sa carrière. Et Marcus Reed, qui avait passé 7 ans à apprendre comment les puissances et protégeaient, allait lui apprendre que certaines batailles ne s'arrêtent pas au décollage. L'avion s'est stabilisé à son altitude de croisière. La plupart des passagers avaient pris leurs habitudes. Ordinateurs portables ouverts, écouteurs dans les oreilles, boissons commandées. Marcus regardait les nuages par le hublot, mais son esprit explorait toutes les possibilités. Son téléphone vibra. Un SMS de son nouveau patron, David Chen. « Le vol se déroule bien? J'ai hâte de vous avoir dans l'équipe lundi. » Marcus répondit, « Un petit retard. Rien que je ne puisse gérer. » À lundi. Ce qu'il n'avait pas dit à David, c'est que ce petit retard avait été causé par Richard Caldwell, vice-président senior du cabinet d'avocats qui avait passé 2 ans à tenter d'étouffer l'affaire de brevets que Marcus avait contribué à révéler. Ce même cabinet qui représentait l'entreprise dont le système de sécurité défectueux avait conduit au braquage du supermarché pour lequel Marcus avait été condamné à tort. Ce même cabinet dont les avocats avaient contesté son appel, le qualifiant de « criminel de carrière », malgré l'absence totale d'arrestation. Marcus avait entendu parler de Caldwell et Associates lors de sa dernière année en prison. Un assistant juridique du projet Innocence les avait mentionnés avec désinvolture. Ces types défendent n'importe qui pour un prix raisonnable. Ce sont eux qui luttent pour votre exonération en coulisses. Après cela, il avait passé des mois à la bibliothèque de la prison, lisant tous les documents publics qu'il avait pu trouver sur le cabinet. Non pas par vengeance, la vengeance était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais par nécessité. Parce que Marcus comprenait quelque chose que la plupart des gens ignoraient. L'information était la seule monnaie d'échange qui comptait quand on n'avait rien d'autre. Et voilà que Richard Caldwell venait de lui offrir un cadeau. Marcus ouvrit son ordinateur portable, se connecta au Wi-Fi de l'avion et récupéra ses fichiers sauvegardés. Avant de quitter le Texas, il avait tout compilé. Articles de presse sur l'affaire de brevets, documents financiers tombés dans le domaine public,
profil LinkedIn, documents judiciaires. 7 ans à ne disposer que de temps lui avaient appris à être minutieux. Richard Caldwell, vice-président senior. Spécialisé en défense des entreprises. 3 ex-femmes. Un fils à Yale. Une fille qui avait cessé tout contact avec lui 2 ans auparavant, faute de photos partagées sur les réseaux sociaux. Un homme qui publiait constamment des articles sur la responsabilité personnelle et le maintien de l'ordre, tandis que son cabinet défendait des entreprises qui, ils ont empoisonné les réserves d'eau et volé les brevets de petits inventeurs. L'adolescent qui filmait plus tôt s'est dirigé vers les toilettes. Marcus a capté son regard. « Dis donc, mec, tu as la vidéo de tout à l'heure » Le gamin a marqué une pause. « Oui, pourquoi ? Tu pourrais me l'envoyer ? Ce type m'a accusé de ne pas avoir payé ma place. J'en aurais peut-être besoin. » Les yeux de l'adolescent s'écarquillèrent de compréhension. « Mec, c'était complètement dingue. » « Ouais, attends. » Il a sorti son téléphone et, en quelques secondes, Marcus avait la vidéo dans ses messages. « Au fait, je l'ai déjà postée sur Twitter. Elle attire beaucoup d'attention. » Marcus a vérifié. La vidéo avait été vue 12 000 fois en 30 minutes. Les commentaires ont afflué. C'est exactement à ça que ressemble le privilège. Cet homme est avocat ? Il faut que quelqu'un signale ça à son cabinet. Sa façon de dire « regardez-le » m'a fait bouillir le sang. Quelqu'un avait déjà identifié Richard grâce à l'étiquette de sa mallette. Son profil LinkedIn était bombardé de messages. La page Facebook de son cabinet affichait une douzaine de nouveaux avis 1 étoile ces 10 dernières minutes. Marcus ferma Twitter. Il ne s'agissait pas d'humiliation publique, du moins, pas seulement. Il s'agissait de quelque chose de plus important. Il ouvrit son email et trouva le message qu'il rédigeait depuis des semaines. La destinataire, Sarah Martinez, journaliste d'investigation au Seattle Times. Elle avait beaucoup écrit sur les erreurs judiciaires et avait contacté Marcus des mois auparavant pour une interview qu'il avait poliment déclinée. Jusqu'à maintenant. Il commença à taper. « Madame Martinez, je m'appelle Marcus Reed. Vous m'avez contacté il y a 6 mois au sujet de mon affaire d'erreur judiciaire. Je n'étais pas prêt à parler à l'époque. Je le suis maintenant. Mais j'ai quelque chose de plus important que mon histoire. J'ai des informations sur la façon dont certains cabinets d'avocats s'efforcent de maintenir des innocents en prison parce que les disculpations nuisent aux poursuites en responsabilité de leurs clients. » Une hôtesse de l'air passa, pas Jennifer, mais un homme plus âgé nommé Robert. Il s'arrêta à la rangée de Marcus. « Monsieur, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé pendant l'embarquement. C'était inacceptable. » Marcus leva les yeux. « Vous étiez dans la cuisine. Vous l'avez vu ? On l'a tous vu. » La voix de Robert baissa. Richard Caldwell effectue ce vol tous les mois. Il cause toujours des problèmes. Il s'en tire toujours impunément parce qu'il menace de poursuites judiciaires. Entre nous, on documente les incidents depuis des mois, mais les entreprises n'agissent pas sans preuve irréfutable. Un déclic se produisit dans l'esprit de Marcus. Moi ? Combien d'incidents ? Au moins 6 dont j'ai personnellement connaissance. Principalement des agents de bord, mais aussi des passagers. Des personnes de couleur, plus précisément. Il a fait muter un médecin sud-asiatique une fois parce qu'il disait qu'il était mal à l'aise. Il a fait pleurer une hôtesse de l'air le mois dernier à cause d'une commande de boisson. Et personne n'a signalé ça. On a essayé. La compagnie aérienne a peur de son entreprise. Ils règlent leurs comptes discrètement à chaque fois. Marcus hocha lentement la tête. Et si quelqu'un avait des documents, une vidéo, des témoignages, un comportement récurrent? Robert l'observa attentivement. Alors peut-être que quelqu'un pourrait enfin faire quelque chose. Il fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite. Voici mon adresse e-mail personnelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après le départ de Robert, Marcus s'assit, les pièces du puzzle se mettant en place. Il ne s'agissait plus d'une simple place volée. Il s'agissait d'un schéma, d'un système. Le même système qui lui avait volé 7 ans de sa vie parce que des gens comme Richard Caldwell croyaient pouvoir réécrire la réalité à leur guise. Son téléphone vibra de nouveau. Un email de David Chen avec pour objet « Document de préparation du lundi ». Marcus l'ouvrit et trouva des manuels de l'employé, des habilitations de sécurité et, plus intéressant encore, une note concernant Caldwell et Associates. Sa nouvelle entreprise était poursuivie en justice par eux pour la même affaire de brevet que Marcus avait contribué à révéler. Le procès était prévu pour le mois prochain. La note de David en bas de page disait « Attention, ces types jouent un jeu déloyal. Très déloyal.
Ils ont déjà essayé d'intimider 3 de nos témoins. Documentez tout. Marcus sourit pour la première fois depuis l'embarquement. Il avait passé 7 ans à tout documenter. Chaque gardien cruel par pure plaisanterie. Chaque détenu qui se prenait pour une cible facile. Chaque avocat qui traitait son innocence comme un inconvénient. Il retourna à son courriel avec Sarah Martinez et continua à écrire. Je joins des documents attestant d'un schéma de discrimination et d'abus de pouvoir de la part de Richard Caldwell, vice-président principal de Caldwell et Associates. J'ai une vidéo d'aujourd'hui, des témoignages d'employés de la compagnie aérienne, et je suis prêt à témoigner publiquement sur la façon dont son cabinet a activement œuvré pour me maintenir en prison, même après que des preuves ADN ont prouvé mon innocence. Je crois que c'est plus important qu'une affaire ou qu'un homme. Il s'agit d'un système qui protège des gens comme lui tout en détruisant des gens comme moi. Et je suis prêt à tout révéler. Il appuya sur « Envoyer » avant de pouvoir se remettre en question. Puis Marcus fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 7 ans. Il commanda un verre, juste un soda au gingembre, mais avec un air de fête. Car Richard Caldwell pensait que tout s'arrêterait quand Marcus se taira. Richard pensait pouvoir s'en sortir comme il avait tout quitté dans sa vie. Mais Marcus avait appris quelque chose en prison que des gens comme Richard n'ont jamais compris. L'adversaire le plus dangereux n'est pas celui qui riposte immédiatement. C'est celui qui attend, observe et planifie. Et Marcus Reed venait de passer 3 heures à planifier précisément comment le monde confortable de Richard Caldwell allait s'écrouler. L'avion était à 40 minutes de l'atterrissage lorsque tout a basculé. Le téléphone de Marcus s'est allumé avec une notification. Sarah Martinez avait répondu en moins d'1 heure. « Marcus, j'ai enquêté sur Caldwell et Associates pendant 8 mois. Vos informations sont exactement ce dont j'avais besoin. On peut parler dès votre atterrissage? C'est énorme. Mais ce n'est pas ce qui a fait battre son cœur. » L'email suivant était de David Chen. « Marcus, il s'est passé quelque chose. Vérifie Twitter. Appelle-moi à l'atterrissage. » Marcus a ouvert Twitter et a immédiatement compris. La vidéo n'était pas seulement devenue virale, elle avait explosé. 847 000 vues. Hashtag Richard Caldwell était en tête d'affiche à l'échelle nationale. Mais il ne s'agissait plus seulement de l'incident du siège. Quelqu'un avait retrouvé les plaintes précédentes de Richard. Les agents de bord se manifestaient. Un médecin d'un vol il y a 3 mois a publié sa propre vidéo. Richard réclame son siège, utilisant les mêmes tactiques, le même ton autoritaire. Un agent de bord a partagé des captures d'écran des emails de plainte de Richard, remplis d'insultes racistes qu'il pensait que l'entreprise ne rendrait jamais publiques. Le barrage avait cédé. Le Twitter officiel de Caldwell et Associates avait publié une déclaration générique. « Nous sommes au courant de la circulation d'une vidéo impliquant l'un de nos associés. Nous prenons ces affaires au sérieux et enquêtons. » Les réponses furent brutales. « Associé? C'est votre vice-président principal. C'est lui qui dirige votre cabinet? Vous protégez cet homme depuis des années. Nous avons des reçus. Combien d'affaires a-t-il envenimées avec son racisme? » Marcus continua de faire défiler la page et trouva quelque chose qui le fit s'arrêter. Un ancien assistant juridique de Caldwell et Associates avait publié un fil de discussion. « J'y ai travaillé pendant 3 ans. Ce n'est pas un incident isolé. » Richard Caldwell se vantait de profiler les jurés en fonction de leur origine ethnique. Il disait à ses associés de « connaître les quartiers à éviter » lors de la remise des assignations à comparaître. Le cabinet le savait. Ils l'ont récompensé pour cela. Puis Marcus vit le nom qui changea tout. La juge Patricia Morrison avait commenté le fil de discussion. « J'ai présidé des affaires où M. Caldwell représentait des accusés. Son comportement m'a toujours troublé, mais je n'avais aucune preuve concrète de partialité. Cette vidéo, combinée à d'autres témoignages, suggère des motifs de révision des affaires qu'il a traitées. La justice a peut-être été compromise. » L'affaire Marcus. Elle parlait de son cas. Ses mains tremblaient maintenant. 7 ans. 7 ans de sa vie volée, et l'avocat qui s'était battu pour le maintenir en prison était exposé en temps réel. 3 rangées derrière lui, Marcus entendit des voix s'élever. Il se tourna légèrement et vit Richard Caldwell debout dans l'allée, le téléphone collé à l'oreille, le visage rouge vif. « Je me fiche de ce qu'ils disent sur Twitter. » La voix de Richard résonna dans la cabine. « Supprimez cette déclaration. Supprimez tout. Appelez notre équipe de crise immédiatement. » Les passagers le fixaient. Encore un enregistrement. L'hôtesse de l'air, Robert, s'approcha rapidement. « Monsieur, vous devez baisser la voix et retourner à votre place. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passe en ce moment ?» La voix de Richard était presque un cri. « Ma carrière est en train d'être détruite à cause d'une vidéo stupide. Un malentendu. Monsieur,
Asseyez-vous maintenant, sinon la sécurité vous attendra à l'atterrissage. Richard jeta un regard affolé autour de lui et son regard se posa sur Marcus. Leurs regards se croisèrent, et Marcus vit le moment précis où Richard le reconnut, non pas comme l'homme assis sur le siège, mais comme quelqu'un d'autre. Un déclic se fit entendre dans le regard de Richard. « Vous !» Richard poussa Robert et se précipita vers la rangée de Marcus. « Vous étiez impliqué dans cette affaire de brevet. Celle de la prison de Huntsville. Je me souviens de votre nom dans les dossiers. » Marcus ne dit rien. Il se contenta de regarder Richard approcher, de le regarder s'effondrer. « C'est vous qui avez fait ça. » Richard le pointa d'un doigt tremblant vers lui. « Vous avez divulgué des informations, vous avez retourné toute cette affaire contre nous. Et maintenant, ça? Vous m'avez piégé. » La cabine se tut. Tous les passagers observaient maintenant. Robert attrapa le bras de Richard. « Monsieur, retournez immédiatement à votre place. » Mais Richard se détourna brusquement, la voix désespérée et furieuse. « Cet homme est un criminel. Il a passé 7 ans en prison. Et vous le traitez tous comme une victime ?» Marcus se leva lentement, calmement. Il était plus grand que Richard, et la différence semblait plus marquée maintenant. Lorsqu'il parla, sa voix était basse, mais suffisamment claire pour que tout le monde l'entende. « J'ai passé 7 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Des preuves ADN ont prouvé mon innocence. Votre cabinet a combattu mon innocence pendant 18 mois, car cela aurait nui à la responsabilité de votre client. Vous vous moquiez bien qu'un innocent moisisse en prison, tant que cela servait vos intérêts. » Le visage de Richard passa du rouge au pâle. « Ce n'est pas, je n'ai pas. Vous m'avez traité de criminel de carrière dans les documents judiciaires. Vous avez dit que j'étais statistiquement susceptible de récidiver, malgré l'absence totale d'arrestation. Vous avez soutenu que les preuves ADN devraient être irrecevables parce que trop de temps s'était écoulé. » La voix de Marcus ne s'éleva pas, mais chaque mot résonnait comme un marteau. « Vous ne m'avez pas volé ma place aujourd'hui, monsieur Caldwell. Vous avez essayé de me voler toute ma vie. » Une femme dans la rangée derrière eux haleta. L'adolescent qui avait filmé plus tôt avait de nouveau son téléphone à portée de main, filmant tout. « Je faisais mon travail, » balbutia Richard. « Je représentais mon client. Votre client a avoué 3 mois après ma mise hors de cause. Le véritable voleur s'est manifesté quand sa conscience n'en pouvait plus. Votre cabinet a enterré cela aussi, conclu un accord discret avec la famille de la victime pour éviter toute publicité. Je le sais parce que le projet Innocence possède tous les documents. » Richard ouvrit et ferma la bouche. Aucun mot ne sortit. Marcus fouilla dans son sac à dos et en sortit un dossier. « J'ai les déclarations sous serment de 3 personnes que votre cabinet a poussées à ne pas témoigner à mon procès. J'ai des courriels montrant que vos associés savaient que la chronologie de l'accusation ne correspondait pas aux images de sécurité. Et j'ai la preuve que vous avez personnellement fait pression pour que mon appel soit rejeté à 2 reprises. » Il brandit son téléphone, montrant le courriel de Sarah Martinez. « Je rencontre un journaliste d'investigation à notre atterrissage. Tout sera rendu public demain. Pas seulement mon dossier, mais tous. Chaque condamnation injustifiée que votre cabinet a protégée. Chaque preuve que vous avez occultée. Chaque innocent que vous avez gardé derrière les barreaux pour servir des intérêts commerciaux. » Robert avait appelé des renforts. 2 autres hôtesses de l'air apparurent, encadrant Richard. Mais Richard ne les regardait pas. Il fixait le dossier dans les mains de Marcus comme une arme chargée. « Vous ne pouvez pas faire ça, » murmura Richard. « Vous ne détruirez pas que moi. Le cabinet, des dizaines d'avocats, des centaines de dossiers. »« J'ai passé 7 ans en cage, » dit Marcus doucement. 7 ans à regarder ma mère mourir derrière une vitre. 7 ans à m'entendre dire que je n'étais rien, que je le méritais, que le système fonctionnait parfaitement. Vous vous fichiez de détruire ma vie. Pourquoi devrais-je me soucier des vôtres? » L'avion était complètement silencieux, à l'exception du ronronnement des moteurs. Richard se précipita en avant, essayant d'attraper le dossier. « Donnez-moi ces dossiers. » Il ne les atteignit jamais. Robert et les autres agents le tirèrent immédiatement en arrière. Richard se débattit, le désespoir remplaçant l'arrogance, et à cet instant, chaque passager comprit exactement qui il était vraiment. Un homme qui avait passé sa vie à prendre ce qu'il voulait, à blesser ceux qu'il devait blesser, sans jamais en subir les conséquences. Jusqu'à maintenant. Le commandant de bord a été prévenu, dit Robert fermement. Monsieur Caldwell, vous êtes attaché pour la sécurité des autres passagers. La police vous attendra à l'atterrissage. Alors qu'ils attachaient les poignets de Richard avec des attaches autobloquantes et l'escortaient jusqu'à l'office arrière, il hurla par-dessus son épaule. Ce n'est pas fini.
Vous êtes toujours un criminel condamné. Personne ne vous croira. Marcus se rassit et posa soigneusement le dossier sur ses genoux. Ses mains avaient cessé de trembler. J'ai été innocenté, dit-il à voix basse. Ça veut dire que je n'ai jamais été coupable. Ça veut dire que pendant 7 ans, l'État du Texas a emprisonné un innocent pendant que des gens comme vous encaissaient des chèques pour défendre le système qui m'a mis là. La femme de l'autre côté de l'allée se pencha et lui serra le bras. Des larmes coulaient sur son visage. Je suis tellement désolé. Pour ce qu'ils vous ont fait. Pour tout ça. D'autres passagers hochèrent la tête, murmurèrent leur accord. L'adolescent s'écria. Cette vidéo est diffusée partout, mec. Tout le monde connaîtra la vérité. Marcus regarda par la fenêtre les lumières de la ville apparaître en contrebas, tandis qu'ils entamaient leur descente. 7 ans plus tôt, il avait été traîné hors de son appartement, menotté, criant son innocence sous les yeux de ses voisins qui le soupçonnaient de culpabilité. Aujourd'hui, Richard Caldwell était traîné à l'arrière d'un avion avec des colliers de serrage, tandis que les passagers filmaient sa chute. La symétrie n'échappa pas à Marcus. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de quelque chose de bien plus important. S'assurer que Richard Caldwell et les avocats, comme lui, ne puissent plus jamais détruire la vie d'une personne innocente pour servir leurs propres intérêts. La justice ne concernait plus seulement Marcus. Elle concernait chaque personne que Richard avait blessée, chaque affaire qu'il avait corrompue, chaque vérité qu'il avait occultée. Et lorsque l'avion atterrit à Seattle, Marcus réalisa que si Richard Caldwell avait volé 3 heures à ses passagers aujourd'hui, il venait de perdre tout ce qui comptait. Sa réputation, sa carrière et sa capacité à utiliser à nouveau le système comme une arme contre le impuissant. Au moment où les portes de l'avion se sont ouvertes, 2 policiers sont montés à bord. Richard Caldwell a été escorté le premier, toujours en train de protester, toujours en menaçant de poursuites qui ne se concrétiseraient jamais. Les passagers ont filmé sa marche honteuse, et au moment où Marcus récupérait son sac, les vidéos circulaient déjà avec des millions de vues. Marcus entra dans la passerelle et trouva Sarah Martinez qui attendait. Elle était plus jeune que prévu, peut-être 35 ans, avec des yeux perçants et un enregistreur déjà à la main. Marcus Reed. Il hocha la tête. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais d'abord. Elle désigna un coin tranquille près de la porte. Ça va? Cela n'a pas dû être facile. La question l'a pris au dépourvu. 7 ans de gens qui lui demandaient ce qu'il avait fait, pourquoi il était là, s'il était coupable. Personne ne lui avait demandé s'il allait bien. Je suis toujours debout, dit-il simplement. Ils ont discuté pendant 2 heures dans une salle de conférence à l'aéroport que Sarah avait réservée. Marcus a tout exposé, les documents, les déclarations des témoins, le schéma de corruption chez Caldwell et Associates. Sarah enregistrait chaque mot, l'arrêtant de temps en temps pour clarifier les détails, son expression devenant plus sombre à mesure que toute la portée émergeait. Cela va faire la une, dit-elle finalement. Pas seulement la confrontation d'aujourd'hui. Le système tout entier. Combien d'innocents sont encore à l'intérieur parce que des entreprises comme la sienne donnent la priorité au profit plutôt qu'à la justice? Combien de temps faudra-t-il pour qu'il soit publié? 72 heures. Je dois vérifier les sources, donner à Caldwell et Associates une chance de répondre. Ils nieront tout. Laissez-les. Je vous ai enregistré. J'ai les vidéos. Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai 3 autres anciens employés prêts à parler. Elle fit une pause. Marcus, ça va devenir moche. Ils viendront après toi. Déterrer toute votre passé. Êtes-vous prêt à cela? Il pensa aux 7 années. La cellule. Les appels. Regarder les funérailles de sa mère sur une vidéo granuleuse parce que l'État a refusé sa demande d'y assister en personne. Ils m'ont déjà tout pris, a déclaré Marcus. Que peuvent-ils faire d'autre? L'article est sorti jeudi matin. Le titre du Seattle Times disait « Comment le vice-président principal d'un cabinet d'avocats s'est battu pour garder des innocents derrière les barreaux, et pourquoi il a fallu une vidéo virale pour l'exposer. » L'article de Sarah était dévastateur. Elle avait relié le cas de Marcus à 4 autres cas dans lesquels Caldwell et Associates avaient activement supprimé des preuves ou intimidé des témoins. Elle avait interrogé le médecin responsable du précédent incident de vol de Richard. Elle avait obtenu des courriels internes montrant que l'entreprise était au courant du comportement de Richard et l'avait dissimulé pour protéger sa réputation. À midi, Caldwell et Associates a publié un communiqué annonçant le licenciement immédiat de Richard Caldwell et un « examen interne approfondi ». Dans la soirée, 3 autres cabinets d'avocats avaient annoncé des examens similaires de leurs propres pratiques. Vendredi, le barreau de l'État avait ouvert une enquête sur la conduite de Richard. 2 des collègues exonérés de Marcus ont tendu la main, leur cas étant également entaché par Caldwell et Associates.
L'Innocence Project a annoncé qu'il examinait tous les cas touchés par l'entreprise. Marcus a commencé son nouveau travail lundi comme prévu. David Chen l'a salué personnellement en lui serrant la main devant toute l'équipe technique. Cet article a tout changé, a déclaré David. Caldwell et Associates a abandonné sa poursuite contre nous ce matin. Il s'avère que lorsque votre vice-président principal fait l'objet d'une enquête pour falsification de preuves, votre crédibilité en prend un coup. L'équipe a applaudi. Quelqu'un avait apporté un gâteau sur lequel était écrit « Bienvenue Marcus » avec un glaçage bleu. C'était surréaliste. Il y a une semaine, il dormait sur le canapé d'un ami, se demandant s'il parviendrait un jour à échapper à l'ombre de sa conviction. Il avait désormais un bureau, un ordinateur, des collègues qui connaissaient son histoire et le respectaient de toute façon. Cet après-midi-là, Marcus a reçu un email de Robert, l'agent de bord. Marcus, à cause de ce qui s'est passé, notre compagnie aérienne met en place une nouvelle formation anti-discrimination pour tout le personnel. Nous créons également un système formel de signalement des plaintes des passagers. Votre courage a changé la politique. Merci. 3 semaines plus tard, la juge Patricia Morrison a ordonné un réexamen de chaque affaire que Richard Caldwell avait abordée dans sa salle d'audience. 2 autres condamnations injustifiées ont été découvertes. Les 2 hommes ont été libérés quelques mois plus tard. 6 semaines après le vol, Marcus était assis dans un bureau de défense des droits des victimes, racontant son histoire devant une salle remplie d'anciens détenus. Beaucoup avaient du mal à trouver du travail et à reconstruire des vies détruites par le système. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, a déclaré Marcus. Je ne vais pas dire que le monde est juste ou que la justice gagne toujours. Mais je vais vous dire ceci, ils peuvent prendre votre temps. Ils peuvent prendre votre liberté. Ils peuvent même prendre les personnes que vous aimez. Mais ils ne peuvent pas prendre votre vérité si vous vous y accrochez. Un jeune homme à l'arrière leva la main. Et la colère? Ne veux-tu pas détruire les gens qui t'ont fait ça? Marcus pensa à Richard Caldwell, qui avait perdu sa carrière, sa réputation et risquait d'être radié du barreau. À propos de Caldwell et Associates, clients et partenaires en hémorragie. La colère est facile, a déclaré Marcus. La colère vous maintient piégé dans le passé, leur permet de continuer à contrôler votre vie même après que vous soyez libre. Ce que je voulais, c'était la justice. Le jeune homme hocha lentement la tête, la compréhension s'installant dans ses yeux. 3 mois après le vol, Marcus a reçu une lettre. Il s'agissait de la fille de Richard Caldwell, celle qui n'avait plus de contact depuis des années. Monsieur Reed, j'ai vu ce qui s'est passé dans cet avion. J'ai vu l'article. Je voulais que vous sachiez que le comportement de mon père n'a pas commencé avec vous. Il a été comme ça toute ma vie. J'ai coupé le contact parce que je ne pouvais plus le voir blesser les gens en faisant semblant d'être respectable. Ce que vous avez fait, l'exposer, a probablement sauvé d'autres personnes de ce que ma mère, mon frère et moi avons enduré. Merci d'avoir eu le courage de vous lever alors que tant d'autres restaient silencieux. Marcus plia soigneusement la lettre et la plaça dans le tiroir de son bureau à côté de ses papiers d'exonération. 6 mois plus tard, il obtient une promotion. 1 an plus tard, il dirigeait une équipe. Le gamin à qui on avait dit qu'il ne réussirait jamais, qui avait passé 7 ans à être traité comme un jetable, formait désormais d'autres développeurs et encadrait des jeunes issus de milieux comme le sien. Richard Caldwell a été radié du barreau. Caldwell et Associates a réglé plusieurs poursuites et a finalement été dissoute. 3 associés principaux ont fait face à leurs propres enquêtes. L'entreprise qui avait détruit tant de vies à cause de poursuites coûteuses et de jargon juridique avait disparu. Mais Marcus ne pensait plus à Richard Caldwell. Il pensait à l'offre d'emploi qu'il venait de proposer à une autre personne exonérée qui avait été rejetée par 47 entreprises. À propos du fonds de bourse qu'il avait créé pour les enfants de parents incarcérés. À propos du témoignage qu'il donnerait le mois prochain devant la législature de l'État sur la réforme de la justice pénale. Les années de prison avaient appris à Marcus quelque chose que le monde libre oublie souvent. Votre passé ne définit pas votre avenir à moins que vous le laissiez le faire. Le système avait essayé de le briser, de le réduire, de le convaincre qu'il ne méritait rien. Mais Marcus Reed s'était tenu dans le couloir de l'avion et avait refusé de rétrécir. Et ce refus, ce simple fait de revendiquer ce qui lui revenait de droit, avait déclenché une réaction en chaîne qui a fait tomber la corruption, libérer des innocents et prouver que parfois la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de refuser d'accepter l'injustice. La meilleure vengeance n'était pas de détruire Richard Caldwell. Il s'agissait de construire une vie si pleine de sens, si attachée à la justice, que des hommes comme lui sont devenus des notes inutiles dans une histoire bien plus vaste. Et alors que Marcus regardait par la fenêtre de son bureau l'horizon de Seattle, il a réalisé quelque chose de profond. La liberté ne consiste pas seulement à être libéré de prison. Il s'agit de refuser de laisser quiconque, plus jamais,
vous donnez l'impression que vous ne méritez pas de prendre de la place dans ce monde. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne, car la justice ne consiste pas seulement à punir les coupables, il s'agit de donner aux innocents les moyens de récupérer tout ce qui leur a été volé. Tenté récemment.